Et neurosciences, cette année, c'est le grand sujet d'intérêt. Et il n'y a personne de mieux au monde pour en parler que Fabrice, ici. C'est le star. Donc, je vous passe mon star préféré. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour vous... Après cette introduction, j'ai une petite pression, on va dire. Cette année, j'ai un petit challenge que je me suis donné. C'est aujourd'hui, Unos, c'est quoi? C'est une société qu'on a créée il y a 15 ans. Et ça fait à peu près 18 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et l'idée fondatrice est la suivante. Vous allez voir qu'à chaque fois, les idées partent de choses très, très bêtes. Avec 3 amis, on a suivi une formation et on s'est dit, en fait, ce qu'on a fait, c'était complètement inefficace, puisque on se souvient de rien, on a passé 2 jours sympas, mais qu'est-ce qu'on a retenu de cette formation? Pas grand-chose. Et donc on a creusé et on est parti du constat suivant. Les formations professionnelles ne sont pas efficaces. Si on mesure de manière scientifique ce que les gens ont retenu d'une formation une semaine après, le résultat tombe. Et le résultat, c'est 6% des gens formés ont retenu l'essentiel de ce que vous souhaitiez qu'ils aient retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 93% des gens qui sont formés pour presque rien. Ça, c'est l'élément fondateur de Unos. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné non pas vers un benchmark des différentes solutions disponibles en formation, on s'est tourné vers le récepteur. Le récepteur, c'est qui? C'est le stagiaire, la personne qui suit la formation. Et on s'est dit, comment fonctionne l'apprentissage? Comment le cerveau récupère de l'information? Comment le cerveau stocke de l'information? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va garder cette information? Donc on s'est tourné il y a plus de 15 ans, donc on était entre 17 et 18 ans maintenant, c'était en 2002-2003. On s'est tourné vers des labos de recherche, de sciences cognitives, sur des chercheurs qui étaient spécialistes en Alzheimer notamment, en leur demandant comment ça marche tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, le mot neurosciences est partout. Le mot intelligence artificielle, vous verrez qu'on l'utilise beaucoup, il est partout. Je peux vous dire qu'il y a 18 ans, il était nulle part, notamment en formation. Donc notre expertise, c'est comment, à partir d'un cerveau lambda, on arrive à lui faire mémoriser de manière durable de l'information, et comment on arrive, et ça c'est nos nouveautés, c'est depuis 5 ans on a travaillé spécifiquement là-dessus, c'est comment on arrive à changer des comportements. Et ça c'est assez magique. Voilà. Pour finir cette introduction, on a eu besoin assez rapidement d'un terrain d'étude, parce qu'on est vraiment une base scientifique, on a besoin de chiffres, de mesures. On est là pour de l'efficacité, donc qui dit efficacité dit être capable de mesurer le delta entre un niveau initial et un niveau final. On a développé 2 expertises Connect. La première, c'est la capacité de mesure de la connaissance. Donc si ça vous intéresse, il y a un atelier cet après-midi sur le ROI formation, et vous allez voir que c'est très pratico-pratique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il nous fallait un terrain d'application de notre méthodologie qui soit très large pour avoir beaucoup de data. Et donc on a créé quelque chose que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Projet Voltaire, qui est de la remise à niveau en orthographe pour adultes. C'est 5 millions de personnes aujourd'hui, voire plus. Et ça nous permet d'avoir plus de 2 à 3 millions d'interactions par jour qui nous permettent de voir si ce qu'on fait est plus ou moins efficace à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Voilà. Une fois que j'ai fait cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous disais que je m'étais mis un petit challenge, c'est qu'en fait je vais vous parler de tout, sauf de notre expertise de base, qui est comment on fait mémoriser et comment on crée de nouveaux réflexes, puisque l'enjeu qu'on m'a proposé de gérer aujourd'hui avec vous, c'est de dire, c'est très bien, votre solution elle est fantastique, ça fait des années que vous la présentez plus ou moins directement ici, avec pas mal de succès, mais le problème qu'on peut avoir, tous ici, c'est qu'on peut avoir une très bonne solution, si elle n'est pas utilisée, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'efficacité. Et on est confronté aussi à ça. Et donc ça fait aussi plusieurs années qu'on travaille avec des chercheurs sur comment on peut aider à créer de l'engagement, créer de la motivation et faire que nos solutions soient vraiment utilisées. Et là, on a des résultats fantastiques. Donc, je ne reviens pas sur notre raison d'être.
1 000 € dépensés en moyenne par personne et par an en formation, 6% des gens formés seulement qui vraiment acquièrent un niveau de maîtrise à l'issue des formations, et donc un énorme gâchis. Et donc cet engagement qu'on s'est donné de garantir l'efficacité des collaborateurs en partant de l'ensemble des micro-objectifs et travailler soit en ancrage de savoir, soit en ancrage de nouveaux comportements ou de changement de comportement. Ça, c'est notre expertise. Et malheureusement, j'ai envie de dire, je ne vais pas vous en parler. Et si ça vous intéresse, je vous inviterai à venir nous voir. On est juste à côté, par là-bas. Donc avec les bonnes stratégies de formation, on est capable de garantir le niveau de savoir. Alors chez Unos, le garantir un niveau de savoir, c'est important parce qu'on est capable même de s'engager financièrement sur les résultats. Sur des équipes commerciales, on est capable de dire, s'ils ne vendent pas plus, alors on vous rembourse. Je vous inviterai à essayer de faire ça avec vos différents projets. Donc le vrai sujet aujourd'hui qu'on va traiter, c'est la démotivation des équipes pour la formation. Et je vais commencer par un petit test. Et je vous demande d'être honnête. Imaginez que vous avez un tout petit mal de tête, un truc un peu latent, et que je vous propose 2 cachets potentiellement. Un qui a très très mauvais goût pendant 1 heure, mais qui est très efficace pour le mal de tête. Et un autre cachet qui a plutôt bon goût et qui est moyennement efficace, voire un petit peu efficace. Est-ce que vous prenez le premier, et à ce moment-là, vous levez la main tout de suite? Oh, les menteurs! Ah, j'y crois pas. Ou est-ce que vous prenez le deuxième, qui est plutôt bon et qui marche un peu? Alors, je peux vous dire qu'on a fait les tests, c'est jamais ça, hein, le résultat. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens ont tendance à se tourner vers les solutions à la mode qui ont vocation à essayer de créer l'engagement ou en tout cas d'attirer l'attention des gens. Et on va dire, je vais mettre tout dans le même sac, la ludification, tout ce qui est autour de rendre les choses, l'expérience utilisateur sympathique. Donc aujourd'hui et en ce moment, ce qui est à la mode, c'est la réalité virtuelle, etc. Donc devant ça, plein de solutions sont mises en œuvre. L'objectif, c'est de créer de l'engagement. Et on va trouver de manière massive des badges, des points, des expériences utilisateurs avec des choses diverses et variées. Et ce qu'on constate, c'est quand on les lance à grands coups de communication, et on constate cette courbe d'engagement. C'est-à-dire, on va lancer une grosse communication sur le nouveau dispositif, on va avoir un nombre de personnes qui va augmenter en termes d'engagement, et puis dans les jours et voire la semaine qui suit, ça va chuter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va recommuniquer, on va leur dire retournez-y, c'est vachement bien. On aura un petit pic, ça va rechuter, etc. Et ça, c'est la courbe standard de l'engagement sur les dispositifs avec les modes de communication qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi ça? Parce que quand on crée tous ces dispositifs et qu'on les met, le problème, c'est qu'ils sont dans un contexte, et ce contexte, c'est que les gens sont ultra sollicités. Ils sont sollicités dans leur travail, ils sont sollicités dans leurs emails, ils sont sollicités par les différents dispositifs que vous envoyez, par l'ensemble des formations que vous essayez d'envoyer. Et qu'est-ce qu'on constate? Une saturation. En fait, les gens sont saturés de sollicitations, dont les vôtres, sur la formation. La deuxième chose, c'est que pour essayer d'être toujours plus brillant et plus brillant que les autres, plus visible que les autres, on a une sorte de course à la nouveauté en disant « Regardez le nouveau truc, super, c'est sympa, etc. » Et ce qu'on constate au final, c'est une diminution de la sensibilité des utilisateurs, des employés, à toutes ces sollicitations. Donc c'est un peu la théorie de la grenouille, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que si vous mettez une grenouille et que vous l'achetez dans un bol d'eau chaude, elle saute pour sortir. En revanche, si vous mettez une grenouille dans une casserole et que vous montez doucement la température, elle reste dans la casserole. Parce qu'en fait, sa sensibilité est progressive et elle ne sent plus la chaleur monter. Et bien, on a un peu la même chose avec les stagiaires, c'est-à-dire que premier dispositif, on a ça. On en lance un deuxième, ce qu'on constate, c'est ça, c'est-à-dire que le volume de gens qui répondent à ces sollicitations baisse, et petit à petit, on a de moins en moins de gens qui répondent à nos sollicitations de communication. La deuxième explication autour de la problématique de l'engagement, bon, ma télécommande ne marche pas, je vais arrêter tout de suite.
c'est que les gens ont des valeurs et des représentations qui sont profondément ancrées et on ne change pas les valeurs des gens facilement. Et je vais en prendre deux. La première valeur, c'est que le message qui est dans la tête de beaucoup de gens, et particulièrement en France et dans les pays latins, c'est les gens ont mieux à faire qu'à jouer. Au travail notamment. D'accord ? La deuxième valeur qui est profondément ancrée, c'est les gens ont mieux à faire qu'à se former. Alors ça, je sais que vous êtes plutôt dans... Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la formation, donc vous pensez bien sûr pas ça. Mais la réalité, c'est que même un salarié peut se dire bah, mon manager, il attend que moi je travaille, que je produise, que je sorte un chiffre d'affaires si je suis vendeur, et tout ça. Et donc la priorité n'est pas de se former, la priorité, elle est de produire. Et donc il ne faut pas que je passe trop de temps à faire autre chose que produire. Quand vous ajoutez A plus B, ça donne les gens ont mieux à faire qu'à jouer à des formations. Et ça, c'est la grille de lecture de 80% des gens en entreprise. Donc, il faut bien intégrer que dans la tête de beaucoup de gens, de manière officielle ou officieuse, il y a une sorte de sentiment de culpabilité à prendre du temps pour se former. Donc, petit à petit, une baisse de l'investissement en formation. Et je vais rentrer sur l'élément le plus profond en fait, de ce sujet de la motivation. C'est qu'est-ce qui finalement motive les gens ? Alors, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, je vous invite à lire un livre qui est fait par un chercheur qui s'appelle Fabien Fenouillet, qui est probablement un des pontes de la motivation en France, qui a fait un ouvrage qui recense toutes les théories de la motivation. Et ce que je vous propose, c'est d'en balayer 3 rapidement. Une des plus connues théories de la motivation, c'est la théorie de l'autodétermination, qui va dire schématiquement, il y a des motivations qui sont intrinsèques, c'est-à-dire qui sont dans les gens, qui viennent des gens. Donc typiquement, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce qui va être toutes mes valeurs, tout ce qui me donne envie d'eux. Et puis les motivations extrinsèques, c'est les motivations qui viennent de l'extérieur. Donc si je vous donne une récompense, si vous faites quelque chose, c'est une motivation extrinsèque. Et ce qui a été montré, c'est que si on veut créer de la motivation qui est durable, il faut travailler avant tout sur la motivation intrinsèque. C'est elle qui va faire que les gens vont s'engager durablement. Deuxième théorie de la motivation, la théorie VIE. Celle-là, elle est pour ceux qui aiment bien les mathématiques, puisqu'ils ont réussi à modéliser schématiquement ce qui va créer une sorte de valeur d'engagement. Et l'idée, elle est assez simple, je vais la simplifier. Si on part du principe que je suis capable de faire ce qu'on me demande, c'est la base, alors ce qui va me motiver, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'y gagne ? Si je fais ce truc-là, qu'est-ce que je vais gagner à titre personnel ? Et deuxième chose, quel est le levier sur cette valeur ? Donc si je vous fais gagner quelque chose qui vous intéresse, par exemple un gâteau, la question c'est est-ce que c'est un gâteau qui vient de chez La Durée ou est-ce que c'est un gâteau qui vient de chez Carrefour ? J'ai rien contre Carrefour, hein, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous serez plus ou moins motivé par rapport à la valeur de ce gain. Et en tout cas, la perception de la valeur de ce gain. Et enfin, rapidement, une troisième théorie de la motivation, c'est la motivation autour du renforcement. C'est principalement des chercheurs du type Skinner qui ont travaillé là-dessus. Et la théorie de la motivation par renforcement, elle est la suivante. Je vais vous donner l'idée, vous allez très vite comprendre. Je prends une souris. Si elle part à gauche, elle a une récompense, un bout de fromage ou de la nourriture. Si elle part à droite, elle prend un choc électrique. Si je reproduis la chose 2-3 fois, qu'est-ce qui va se passer ? La souris va toujours partir à gauche. D'accord ? Donc, selon si j'ai une récompense ou une punition, je vais changer mon comportement. Alors là, je vous demande de me suivre un petit peu. Si on mélange ne serait-ce que ces 3 théories de la motivation, qu'est-ce qui se passe ? Ça dit quoi ? Ça veut dire que, qu'est-ce que j'y gagne ? Je vais principalement aller regarder ça sous l'axe intrinsèque. C'est avant tout les choses qui me motivent personnellement qui vont faire que je considère que je gagne quelque chose. Vous êtes toujours avec moi ? C'est à peu près clair ? La deuxième chose, c'est quand on mixe ça avec la valeur perçue des choses, quand on met ça dans de la formation,
on se rend compte que les gens agissent compte tenu de leurs objectifs personnels, donc pas les objectifs de l'entreprise, les objectifs personnels des gens, et la perception de l'efficacité de ce que vous allez leur proposer pour atteindre ces objectifs personnels. C'est à peu près clair encore? Ok. Donc je vais essayer de le mettre en mots sur la formation. Il faut cibler la motivation intrinsèque des gens. En formation, ça veut dire qu'il faut viser des compétences et des objectifs qui sont personnels aux gens. Il faut travailler sur la valence. En formation, ça veut dire qu'il faut leur prouver le ROI formation de votre formation. Ça veut dire, ok, toi, tu es intéressé par progresser dans tel domaine, je vais t'apporter un dispositif qui, en tant de temps, avec un investissement X, tu vas gagner Y. Et il faut prouver que vous êtes capable de lui apporter beaucoup avec un investissement pour lui qui est moindre. Est-ce que je suis toujours à peu près clair? Donc cette capacité de démontrer le ROI d'une formation, on va le voir juste après, est plus important que l'expérience utilisateur qu'ils vont vivre. Donc si je synthétise jusqu'à là, c'est les compétences visées doivent être des objectifs personnels des gens et il faut être capable de prouver l'efficacité de votre dispositif aux gens pour qu'eux se disent « Ok, ça vaut le coup que je m'y investisse ». Donc je reviens sur mon petit test initial et je considère que vous avez menti. Si vous avez un petit enjeu en termes de santé par exemple, si maintenant on passe à un enjeu important, un enjeu vital et que je vous propose à nouveau deux cachets, un qui est très efficace mais très très mauvais et un qui est très peu efficace mais très bon, si votre enjeu il est fort, vous allez tous partir sur le médicament qui est très mauvais mais très efficace. D'accord? Et ça prouve quoi? Ça prouve que quand l'enjeu est important, on privilégie l'efficacité à l'expérience. Le goût, c'est l'expérience. Est-ce que mon expérience était sympa? L'efficacité, c'est est-ce que ça m'a soigné ou pas? D'accord? Donc ce qu'on constate, c'est que dès que l'enjeu devient important, l'efficacité passe devant l'expérience. Et cette démonstration, elle est là pour vous expliquer, et ce qu'on constate dans les entreprises, c'est plutôt l'inverse en ce moment, et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune, qui n'est pas forcément très facile et très abordable, et qui n'est pas dans notre cœur de métier, mais j'ai fait cette tribune volontairement pour vous dire, tout le monde est paralysé par la problématique d'expérience utilisateur, et le message que j'essaye de faire passer ici, c'est de dire, la priorité, c'est l'efficacité de la formation et le sujet qui doit correspondre à leurs attentes. Donc je le répète, l'efficacité est plus importante que l'expérience quand le sujet est important. Donc il faut communiquer auprès des stagiaires sur la cohérence du sujet de formation avec leurs objectifs personnels. Pour donner un exemple, si mon objectif c'est de passer de ça à ça, je suis capable d'entendre qu'il va falloir que je fasse ça. En revanche, si mon objectif personnel c'est de faire ça, il n'est pas question que je fasse ça. Et pourtant, c'est pas, la salle de sport, c'est pas un truc sympa en fait. Mais si ça correspond à mon objectif et que c'est efficace, alors j'irai. Sinon, j'irai pas. Donc des petites idées, c'est de vous dire, pour des commerciaux, si la fonction c'est du commercial, il faut avant tout communiquer sur l'atteinte des objectifs. On va vous aider à atteindre vos objectifs de vente parce que c'est votre objectif motivationnel principal dans votre travail. Si l'objectif c'est de travailler sur de la sécurité, c'est pas de dire on va baisser le taux d'accident dans l'entreprise, c'est de dire demain vous n'allez pas être touché par un accident, vous n'allez pas vous faire mal, vous n'allez pas être handicapé, etc. Donc il faut parler de eux et pas de vous. Et une communication sur deux sur la sécurité parle de l'entreprise. Si on parle d'outils informatiques, l'objectif c'est de dire vous allez gagner du temps. Vous allez être plus productif, vous allez gagner du temps, vous allez éviter de vous embêter à chercher. Si on parle du métier, ça va être de dire votre évaluation annuelle, elle sera meilleure, votre manager vous évaluera mieux, votre progression de carrière, elle sera meilleure, etc. Bon, je vais passer très vite là-dessus. Donc, encore une fois, l'idée, c'est prouver l'efficacité du temps passé et l'énergie dépensée par les gens. Ce qui nous amène au sujet du ROI que je vais survoler. Et encore une fois, si vous voulez creuser, j'en reparlerai cet après-midi. Pour aborder le sujet du ROI formation, je vais vous donner une petite astuce
il y a 3 outils qui sont indispensables et qui sont très peu utilisés. C'est ce qu'on appelle la théorie des 3 courbes. La première courbe, c'est la courbe du niveau initial des gens. Il faut montrer aux gens leur situation. Si je dois vous soigner, vous devez savoir ce que vous avez avant d'accepter un traitement. Vous êtes tous à peu près d'accord avec ça? Ok. Donc l'idée, c'est de dire, vous faites un test initial qui doit être statistiquement représentatif du niveau des gens. Et typiquement, ici, on présente la courbe de la population, c'est-à-dire que là, c'était un grand client avec plusieurs milliers d'utilisateurs. En horizontal, vous avez le niveau, la note sur 20 des gens au test initial et le nombre de personnes qui l'ont eu. Donc on a typiquement une courbe de Gauss avec la population. Le problème, c'est que le niveau attendu pour être efficace, il est au-dessus de 16. Donc on voit que toutes les personnes qui sont à gauche n'ont pas le niveau attendu. Et c'est très important de faire comprendre aux gens où est-ce qu'ils se positionnent dans cette population. Donc on est capable de dire personne par personne, vous êtes là sur la courbe. Donc non seulement vous êtes loin du 16, mais en plus vous êtes dans ce groupe de population, donc vous avez vraiment un enjeu à progresser sur ce sujet. La deuxième chose, c'est de leur dire, regardez, sur la population qu'on a déjà pu traiter, horizontalement, vous avez le niveau initial qu'ils avaient, verticalement, vous avez le niveau final à l'issue du dispositif. Si vous êtes capable de montrer une courbe comme ça, vous commencez à être convaincant. En disant, quand vous faites mon dispositif, quel que soit le niveau initial que vous aviez, je vous ramènerai à peu près 18 sur 20, c'est-à-dire à l'excellence. Donc, tu sortiras du dispositif, quel que soit ton niveau, tu seras très bon. Et enfin, je vous parlais de rentabilité du temps passé. Il faut absolument leur parler du temps. Combien ils vont avoir à investir dans le dispositif. Et donc, vous avez la même chose. Horizontalement, la note initiale qu'ils avaient. Donc, vous voyez l'importance d'avoir un test de niveau initial. Et vous allez dire, voilà, selon le niveau initial, sur la population qu'on a déjà pu faire jouer, voilà le temps qu'il leur a fallu en entraînement pour passer de leur niveau initial à un niveau très bon. Donc on voit que si vous avez un dispositif qui est capable de s'adapter aux gens, alors ça amène à des sujets comme notre expertise, donc je vous inviterai à revenir nous revoir si ça vous intéresse. Il faut être capable d'avoir des dispositifs qui sont capables de s'adapter aux gens, qui sont capables d'être plus ou moins longs selon si la personne est plus ou moins bonne, et ne donner que ce qui est nécessaire aux gens. Donc si vous faites un dispositif où c'est 1 heure pour tout le monde, bah, la rentabilité, elle n'est pas bonne, parce que les gens qui sont plutôt bons vont dire bah, c'est pas la peine que j'y aille du tout. Et les gens qui sont plutôt faibles vont dire bah, en fait, moi je suis en dessous, donc j'arriverai pas à devenir vraiment très bon, parce qu'en 1 heure, ça ne me suffira pas. Donc il faut absolument que vous soyez capable de prouver que votre dispositif va s'adapter aux gens. Et notamment au temps passé par rapport au niveau initial. C'est ça qui va générer notamment les effets de motivation. Donc ce qu'on va appeler, c'est le système des 3 courbes. Vous devez être en maîtrise de ces 3 courbes. Et ensuite, les communications tournent toujours autour de ces 3 courbes. Ça va être des témoignages de gens qui l'ont fait et qui ont dit effectivement, moi je me situais à ça, j'ai passé 30 ans sur le système et je suis arrivé à ça. Et d'ailleurs, dans mon job, ça m'a permis de faire ça, ça et ça. C'est de la vente. C'est de la vente, mais de la vente qui s'appuie sur les vrais besoins du client, qui sont sujet personnel qui va changer mes motivations personnelles, qui va correspondre à mes motivations personnelles, et la preuve du gain. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'expérience qui fait la preuve du gain. C'est pas de dire ça va être sympa, ça va être super, tu vas voir, tu vas vivre un moment sympa, etc. J'ai mieux à faire que vivre un moment sympa, parce que si je veux vivre des moments sympas, je le fais avec ma famille, mes enfants, et j'ai autre chose à faire que de vivre un moment sympa en entreprise. Je caricature un peu le propos, mais c'est ça l'idée sur du long terme. Voilà, il me reste 1 minute pour vous expliquer comment on peut optimiser cette rentabilité, quel dispositif permet d'optimiser cette rentabilité. Je vais vous parler 2 minutes de Whonos parce que je vous ai dit, si on veut optimiser cette rentabilité, il faut que l'efficacité soit très grande. Et l'efficacité très grande, elle passe quasiment systématiquement par de l'individualisation du dispositif. Donc aujourd'hui, chez Whonos, on a un moteur d'intelligence artificielle qui est focalisé sur la mémorisation et qui va être capable de s'adapter pour chaque personne à 2 choses, à la façon de mémoriser des gens. Donc ne me demandez pas ici de vous expliquer comment on s'adapte à la mémorisation individuelle des gens. Il me faut plus de temps, donc on se reverra si vous le voulez. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut s'adapter au niveau de connaissance de chaque élément dans la tête des gens.
Donc il faut savoir à la fois quels sont les éléments que la personne connaît ou ne connaît pas, et en même temps s'adapter à qu'est-ce qui fait que chez elle, elle va mémoriser. Et quand on sait ces deux choses, on est capable de décider sur quoi je t'entraîne. Donc typiquement, c'est une sorte de coach. Donc imaginez un coach qui vous connaît et qui dit toi pour progresser, aujourd'hui tu vas faire 10 pompes. Toi pour progresser, ensuite après ces 10 pompes, tu vas faire ça. Et il ne ferait pas la même chose pour une autre personne parce qu'elle ne fonctionnerait pas pareil. Et bien là c'est la même chose et c'est une intelligence artificielle qui arrive à trouver ça et à vous faire ça. Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de... C'est pour vous expliquer le dispositif. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire. Vous vous souvenez du 6% des gens formés qui, une semaine après, se souviennent de l'essentiel d'une formation avec un outil de mesure très pointu. On arrive à faire que 93% des gens formés maîtrisent au moins 3/4 des éléments d'une formation un mois après. Donc, c'est le Graal, quoi. J'ai l'essentiel de ma formation qui est mémorisé durablement par toute ma population. Pour finir, parce que j'ai plus de temps, vous pouvez venir sur notre stand qui est par là. Il y a le panneau là-bas Unos Projet Voltaire. Et on a sorti notre livre blanc sur justement la partie comment on fait pour faire mémoriser de l'information, comment on fait pour changer des comportements. Donc vous pouvez venir rechercher ce livre blanc sur notre stand. Et puis ça sera l'occasion de faire un peu d'émotion, parce que l'émotion c'est important dans la mémorisation. Donc on pourra vous offrir quelque chose à boire ou quelque chose à manger, parce que vous allez avoir une journée longue et fatigante. Merci à tous.